Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Marc-Gabriel Draghi sur notre serveur Discord Solidarité et Progrès. Donc la question de la souveraineté économique et de la souveraineté monétaire. Il a écrit un livre qui s'appelle Le règne des marchands du temple, le gouvernement des banquiers, et il a également fait partie des Gilets jaunes constituants. Voilà, donc il aura l'occasion de nous en parler. Qui connaissent pas notre serveur en fait et nos conférences, on a une première partie de la conférence qui va durer 15-20 minutes sur le thème où notre conférencier va se présenter, va présenter le sujet. Une deuxième partie avec des questions aux alentours de 45 minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de vous donner le micro. Et une dernière partie qui est plus libre, voilà, dans les salons. Je vais laisser la parole à Marc-Gabriel Draghi pour savoir qui vous êtes et pourquoi ce livre, et puis nous parler du thème de ce soir. Je vous laisse la parole. Merci Mathias. Pour ceux qui me connaissent, donc Marc-Gabriel Draghi. Je suis juriste. J'ai une formation. J'ai été spécialisé dans l'histoire du droit. J'ai écrit un livre sur la question monétaire et plus globalement l'histoire du capitalisme. Pour résumer mon livre, j'ai une petite citation qui dit que notre destin est lié au contrôle de la monnaie et notre liberté aussi. Je remercie SP pour cette invitation. J'ai toujours plaisir à échanger avec vous parce que vous faites un travail pédagogique et un travail qualitatif sur la question monétaire et sur la question économique depuis plusieurs années. Le grand public connaît Jacques Cheminade pour son combat, même s'il a été souvent caricaturé dans les médias. Mais quand on s'intéresse à votre travail, c'est un travail très qualitatif et une production assez intéressante et florissante. C'est un plaisir d'échanger avec vous. J'ai eu le plaisir de collaborer avec certains d'entre vous pour diverses conférences précédentes ou collaborations diverses. Vous m'avez proposé de traiter un sujet qui, ma foi, me semble d'actualité. C'est la souveraineté économique passe-t-elle par la souveraineté monétaire? Donc, c'est une très bonne question. Moi, je vais commencer par répondre assez rapidement. Pour moi, il n'y a pas de souveraineté économique sans souveraineté monétaire. Après, je vais mettre donc là le bémol, c'est que la souveraineté monétaire n'a pas pour conséquence forcément une souveraineté économique. Donc, dans mon livre, je le décris un petit peu, surtout dans les derniers chapitres. En fait, je rejoins un petit peu même les conclusions que vous avez en interne à SCP. C'est-à-dire qu'en fait, on est face actuellement à une toute-puissance à des banques centrales et des marchés, même si le marché, si on prend l'idéologie libérale, est-ce qu'il existe encore? Moi, je suis pas du tout libre, mais est-ce que la main libre du marché existe encore? Bon, moi, j'ai tendance à dire qu'actuellement, c'est BlackRock, hein, la main du marché. C'est elle qui décide de tout. Et puis, les États-Unis, on l'a vu à l'occasion de la crise du Covid, une grande partie de l'économie américaine a été nationalisée, enfin, partiellement nationalisée, même si le mot nationalisé est impropre, parce qu'en fait, il y a une fusion un petit peu entre la Réserve fédérale, qui est quand même une banque centrale indépendante, et tout ça chapeauté, mis sous la tutelle de BlackRock pour opérer à des actions d'achat d'actions, justement. Puis via les fonds négociés en bourse, les ETF, qui sont eux-mêmes élaborés par BlackRock. Je pense qu'après, on en reparlera peut-être dans les questions. On voit qu'actuellement, en fait, on est vraiment face à la toute-puissance des marchés et des banques centrales. Et là, les banques centrales, il y a encore quelques mois, on a un président de la République qui nous expliquait qu'il n'y a pas d'argent magique, il y a une crise qui se prolonge, on va dire, depuis 2008, où le principe du too big to fail a fait que le système ne s'est pas effondré. Et donc on voit que il y a eu la crise de l'euro en 2011. La question de la souveraineté monétaire est revenue sur le devant de la scène, on va dire, même si il y a des gens qui préconisent la souveraineté monétaire depuis plusieurs années, voire des décennies.
Et on voit qu'actuellement, bon, via la crise des Gilets jaunes notamment, le retour au franc se pose de plus en plus. Bon, là, j'ai travaillé beaucoup avec un collectif, les Gilets jaunes constituants, qui ont fait un travail de pédagogie sur la souveraineté monétaire et qui, là, en ce moment, sont en train de faire un lien même avec le FA et l'ECO, donc entre guillemets avec la mise en esclavage de l'Afrique. Il y a Sébastien qui est de chez vous qui fait le boulot, comme on dit, et qui a une analyse et qui fait un travail très intéressant. Donc après, on pourra revenir sur ce lien qui est fait d'union entre les peuples. Et donc pour commencer, en fait, oui, la souveraineté économique ne peut exister qu'avec la souveraineté monétaire. Donc actuellement, en fait, on est sous l'emprise, on va dire, du carcan monétaire de l'euro, l'eurosystème. Donc moi, j'ai dit le système de l'euro, mais l'eurosystème. Donc on voit que, bon, il y a quelques jours, nos voisins italiens, bon, je dis même nos frères italiens, c'est pas forcément par rapport à mon nom, mais nos voisins italiens ont été mis sous tutelle, ou en tout cas, on leur a collé un banquier central, un grand banquier central qui nous a tous attachés à l'euro, puisqu'il a sauvé l'euro, le pompier pyromane Mario Draghi. Donc on partage le même patronyme, donc voilà, j'en profite pour en parler. Mario Draghi, c'est un symbole comme Emmanuel Macron du fait que les peuples européens ne sont plus souverains monétairement et de fait, par voie de conséquence, ne sont plus souverains économiquement. Alors en plus, il me semble que j'ai vu que vous aviez aussi parlé, là il n'y a pas longtemps, de l'affaire du Britannia, donc on en reparlera après. Mais concrètement, en fait, là on est en train de glisser de plus en plus vers une société totalitaire, enfin vers un totalitarisme financier, où là c'est carrément en fait les banquiers centraux. Alors moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le gouvernement des banquiers, mais là c'est un ancien banquier central qui n'a jamais été élu par personne, qui va gouverner un pays, bon, comme l'avait fait son ancien confrère de Goldman Sachs et de la Banque d'Italie, Mario Monti. Et nous, bon, on a Emmanuel Macron, on voit les conséquences politiques d'Emmanuel Macron, qui est la quintessence, pour moi, de 40 à 50 ans de politique française, c'est-à-dire Emmanuel Macron, il représente à la fois Sarkozy, Hollande, Giscard. On a souvent dit que c'était le nouveau Giscard. Et c'est la perte de souveraineté économique de la France qui a été enclenchée pour moi, enfin c'est même les chiffres qui le disent, depuis 1974. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une corrélation entre le milieu des années 70 et la loi qui est quand même symbolique, qu'on appelle la loi Pompidou-Giscard-Rothschild, qu'on dit, on dit que c'était entre guillemets la fin de la banque centrale, enfin de la Banque de France au service de l'intérêt collectif, même si c'est toujours un petit peu plus complexe. C'est une phase qui avait été enclenchée en 66-67 avec les lois Debré et Aberer, et puis qui s'est terminée, enfin en tout cas en 82, puis qui s'est peut-être même terminée plus tard, à la fin des années 80, début 90. Mais on peut observer qu'il y a une corrélation entre la fin du circuit du Trésor, qui était un montage administratif, on va dire, où il y avait une coopération de la Banque de France, une coopération étroite de la Banque de France et du Trésor pour faire en sorte que le système bancaire français, donc qui avait été partiellement nationalisé depuis 1946, et le général de Gaulle avec le Conseil national de la résistance, on voit que progressivement, il y a eu quand ce système-là, le circuit national du Trésor, a commencé à être attaqué, donc à la fin des années 60, et définitivement presque liquidé, parce qu'on a vraiment augmenté l'encadrement du crédit à partir de 73-74, on voit qu'il y a une corrélation avec la souveraineté économique de la France qu'on pourrait qualifier, même mettre en parallèle avec la désindustrialisation de la France. Donc depuis la crise du Covid, on voit Bruno Le Maire s'agiter dans tous les sens. Bon, il le faisait même un petit peu avant, mais il nous disait il nous dit qu'il faut relocaliser, que maintenant l'avenir de la France, c'est l'industrie. On nous a sorti un François Bayrou comme haut commissaire au plan. Bon, on en reparlera peut-être après. Donc, on voit qui est chargé de planifier l'avenir de la France ou l'économie de la France sur plusieurs décennies, en particulier sur les thèmes de dette
d'industrie et on va dire, de médical, d'ingénierie médicale. Et donc, il y a tout un contexte qui vient en parallèle du Great Reset, où la souveraineté économique est clairement posée, parce qu'en fait, on voit qu'avec l'Union européenne, enfin, l'Union européenne, oui, et l'euro, on va dire de 99-2002, on voit qu'on a perdu une grosse partie de nos capacités productives. La France, de 74 à, on va dire, 2015-2016, on a perdu 2 500 000 emplois dans l'industrie. Je crois que la part de l'industrie dans le PIB, en 2018, il faudrait voir, bon, les chiffres n'ont pas été enfin, j'ai pas forcément les chiffres très récents, mais en 2018, on était proche de 10% du PIB, là où les Allemands doivent bien dépasser au moins les 20, peut-être proches de 25, et les Italiens, même nos cousins italiens, sont nettement supérieurs en part de pourcentage du PIB au niveau de l'activité industrielle. Donc en fait, on voit qu'il y a eu une liquidation totale de notre appareil industriel via notre perte de souveraineté monétaire, qui a été concret en fait. À partir de Giscard, on a vu que le circuit du trésor qui en gros mettait au service de l'intérêt collectif et on va dire du bien commun le secteur financier. Le secteur financier, par le système de détention d'obligations avec des seuils planchers qui ont été réduits au fur et à mesure, a été sollicité pour participer en fait, à du financement de grands projets, des infrastructures, ce que vous appelez le crédit productif, mais en fait ce qui se résume, ce que le grand public connaît sous le terme d'investissement productif, donc des routes, des infrastructures, des barrages, des écoles, des hôpitaux. On a vu que la fin de la sélectivité du crédit, qui est en fait pour moi l'essence même de la souveraineté, c'est-à-dire c'est le fait du prince, on choisit quel secteur doit être favorisé. Cette fin de sélectivité du crédit qu'on peut symboliser par la loi de 1973 a entraîné tout un processus de liquidation de l'appareil productif. Et on en est là actuellement en fait. Il y a eu une mise en place, une montée en puissance de l'Organisation mondiale du commerce, des accords GATT avant. Il y a en fait le libre-échangisme inégalitaire a été mis en place par le monde anglo-saxon. Nos politiques, surtout après le général de Gaulle, se sont tous couchés progressivement de plus en plus à la volonté du marché et de la pensée néolibérale. Et en fait, on a perdu notre souveraineté économique en parallèle de notre souveraineté monétaire. Donc actuellement, on sait que la Banque centrale européenne, donc anciennement de Mario Draghi, maintenant de Christine Lagarde, fait marcher la planche à billets. Là, l'argent magique existe, c'est-à-dire la création monétaire ex nihilo ne pose aucun souci quand il s'agit de sauver le système et de soutenir les marchés, parce qu'en fait, on est face à la création de bulles. L'inflation est là, elle est devant nous, sauf qu'elle n'est pas tout de suite en ce moment dans les biens de première nécessité, mais elle est devant nous dans le marché de l'immobilier et dans le marché action. On voit qu'il y a une décorrélation totale, mais vraiment totale, de l'économie concrète où on a fait une contraction historique, c'est-à-dire une contraction historique de la production, ce qui n'était presque jamais arrivé. Même en temps de guerre, a priori, même si le temps a été assez réduit, on n'a jamais eu une contraction de l'appareil productif à ce point-là. Et on voit pourtant que les marchés actions explosent, la capitalisation boursière est énorme. Et là, on est en fait devant un système alchimique. C'est ce que je dénonce un petit peu moi dans mon livre. Et c'est un système alchimique qui va est fait au final pour nous imposer un effondrement. Vous avez fait un dossier qui a été très très bon, un dossier sur le Green New Deal. C'est totalement ça en fait. On est en train de nous préparer, on va dire, la publicité pour l'effondrement avec une peinture verte. On nous programme et on va nous proposer un effondrement de la décroissance qui a commencé depuis 2008 en vérité, parce qu'en fait on a sauvé le système par la dette, et on va nous le vendre avec vous êtes des méchants pollueurs, le monde est en danger,
Donc il va falloir le sauver en faisant des efforts et en restreignant votre capacité de consommer. Et puis vous êtes des pollueurs, donc polluez un peu moins. Et en fait, sur l'industrie, ce qui est intéressant, c'est de voir que on résiste. Enfin, la France est un des pays qui a le plus souffert de l'euro. Enfin, de l'euro, oui, de la souveraineté, du manque de souveraineté monétaire. Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs, parce qu'on a quand même des élites qui sont sous domination anglo-saxonne, qui ont été sous domination anglo-saxonne de manière très très importante. Bon, Giscard, même Mitterrand, qui était soi-disant un président socialiste, au final, il s'est couché devant les Américains. C'est une phrase un peu une paraphrase de De Gaulle, où en fait, on n'a pas eu de. Ils se sont crus plus malins, ils voulaient ancrer l'Allemagne à l'euro, mais en fait, on va dire, enchaîné la France au libre-échangisme inégalitaire. Et progressivement, en fait, on voit qu'en France, l'industrie est liquidée, surtout par la fiscalité. En fait, il y a une taxation du secteur industriel qui est assez conséquent, qui est beaucoup plus important qu'en Allemagne ou en Italie, qui sont quand même pourtant des pays de l'Union européenne. Mais on voit qu'il y a une caste, l'intelligentsia politique française, qui a une volonté de détruire le tissu économique industriel, donc notre capacité à produire, donc notre capacité à exporter, et donc en fait structurellement organiser un déficit du commerce extérieur. Et le fait qu'on ne soit plus capable de produire des choses qui pourtant nous paraissaient il y a 30 ou 40 ans évidentes, fait qu'on perd aussi notre liberté politique, parce qu'en fait c'est surtout ça qui est visé, et en fait on perd même notre identité, parce que je vais citer ce que disait Antoine de Montchrétien à Louis XIII, c'est-à-dire, je vais reprendre la citation que j'ai trouvée intéressante, l'identité de la France au niveau économique, c'est que le pays fournisse le pays. Donc ça, c'est Antoine de Montchrétien qui le disait à Louis XVI. Et on a Napoléon aussi il y avait une citation pour bien résumer le rôle que doit avoir l'État dans l'économie, qui en fait, la France est un pays de tradition colbertiste. Alors les libéraux n'aiment pas. Je sais que Charles Gave, je ne vais pas me faire des amis, mais Charles Gave est très à la mode en ce moment. Mais bon, il y a plein de choses qu'il ne maîtrise pas forcément quand il nous explique l'économie. Déjà, la culture française, la culture française n'est pas forcément un État socialiste, mais c'est un État. J'en ai un petit peu parlé avec la sélectivité du crédit. C'est un État qui choisit dans quoi il doit investir et qui parfois se substitue, même remplace le marché en fait. Et enfin, c'est pas qu'il le remplace, c'est qu'il décide de ce qui est bon pour la collectivité et le bien commun. Et donc Napoléon disait, lui avait cette conception-là que je trouve intéressante. Alors je sais que Monsieur Cheminade n'aime pas trop Napoléon, c'est une personnalité que j'admire, et il expliquait, pour faire prospérer les manufactures nationales, il faut les protéger par des lois prohibitives. Et en fait, je pense que la vraie identité économique française, elle est là. C'est-à-dire, en fait, on a en théorie un tissu économique indépendant de petites et moyennes entreprises qu'on doit laisser travailler. Et les grosses, c'est l'État, en fait, l'actionnaire majoritaire, et c'est lui qui oriente ou pas le sens de l'activité des gros industriels. Et on voit qu'en fait, on a une élite qui a complètement été aspirée par l'idéologie anglo-saxonne et qui a raisonné à liquider nos petites et moyennes industries, mais aussi nos petites et moyennes entreprises, nos indépendants, et en vérité, à liquider la classe moyenne, parce que les emplois dans l'industrie, c'est tout un maillage qui se fait dans les territoires et qui a pour intérêt de rendre riches les territoires, parce qu'il y a un savoir-faire, il y a une accumulation de savoir-faire, et on voit bien qu'en fait nos élites, alors il y a un cas, pour ceux que ça intéresse, allez voir l'affaire de la liquidation de Boussac-Saint-Pierre, qui était un géant du textile, qui a été liquidé par Laurent Fabius, et ce qui est assez rigolo, c'est que c'est le point de départ de la fortune de Bernard Arnault. C'est-à-dire Bernard Arnault, en fait, c'est un milliardaire qui a été subventionné, faut le dire, par le gouvernement français. À l'époque, c'était Laurent Fabius sous Mitterrand, et qui a été subventionné avec l'aide de la banque Lazare et de la banque Worms pour en fait prendre le contrôle de Boussac-Saint-Frère, pardon, je crois que j'ai dit Saint-Pierre, Boussac-Saint-Frère, et ensuite le démanteler et avoir un démembrement. Donc en fait, on a des politiques français qui organisent
la perte de souveraineté économique maintenant. On le voit avec notre président de la République qui est Macron et qui a participé à la vente d'Alstom, qui était un géant français, un fleuron industriel français, et qui l'a laissé, sous prétexte qu'on n'était pas le Venezuela et qu'on n'était pas un pays fasciste, qu'il l'a laissé aller vers on va dire, la sphère anglo-saxonne américaine. Donc maintenant, en fait, on n'a même plus les moyens de changer des pièces sur nos sous-marins nucléaires ou d'avoir on est dépendant de l'étranger pour des secteurs qui sont pourtant stratégiques. Donc voilà, j'ai été peut-être encore un peu trop long, mais puis on aura le temps d'en reparler. Mais en gros, en fait, je voulais juste montrer qu'il y a quand même pour moi une corrélation qui est importante entre la perte de souveraineté monétaire qui on peut, même si factuellement c'est pas forcément la vérité, mais qu'on peut dater de 73, au moins au niveau de la symbolique, ça parle au grand public. Et on voit qu'il y a une corrélation entre de la liquidation de l'appareil industriel français qui se fait et qui s'aggrave de jour en jour. Parce que contrairement à ce que les médias nous rabâchent, on ne va pas du tout dans le sens de la réindustrialisation ou de la relocalisation. Même s'il y a des voies d'avenir avec le nucléaire, moi je suis un pro-nucléaire, on est en train de le sacrifier depuis au moins 1 à 2 décennies, enfin le sacrifier, en tout cas le liquider aussi. Et pourtant, même si on est un peu écolo, il y a toute l'économie symbiotique, l'industrie symbiotique qu'on pourrait, nous, pays développés, encore un peu pays développés, on pourrait travailler à élaborer, enfin, mettre en place, comment dire, tout un maillage et un tissu économique indépendant qui travaillerait à ces économies de recyclage industriel. Et on ne le fait pas. Donc voilà, on y va, on va vers la liquidation presque inévitable, mais on voit aussi que par le mouvement des Gilets jaunes et par le mouvement de partis politiques comme SEP et même plus globalement, parce que je vois que j'ai vu que Jacques Cheminade avait fait un travail de rapprochement avec Asselineau et l'UPR, ce qui est très bien, puisqu'il va falloir au bout d'un moment, les gens de bonne volonté s'unissent. Et on voit que la question monétaire, elle est quand même en train de revenir, puisque avec nos politiques banquiers, donc que ce soit Macron ou Mario Draghi, on voit qu'en fait les chaînes sont vraiment en train d'être posées à nos pieds. Donc là, on est dans une période de pré-Grid Reset, c'est-à-dire le Grid Reset a été annoncé pour l'instant, il y est, on est dedans, mais il n'a pas totalement été déclenché. Et donc là, on va être face à soit on se soulève, ou soit on se laisse esclavagiser. Donc voilà, on n'a plus de souveraineté économique. C'est une conséquence du fait qu'on n'a plus de souveraineté monétaire. Moi, personnellement, je préconise un retour au franc. Il y a plein de solutions. Déjà, pour lutter contre la dette publique, il y a plein de... On pourra en reparler après. Une annulation partielle ou un retour au franc avec une dévaluation et une inflation maîtrisée, ce qui est totalement possible. Et donc voilà, pour se battre contre ce système, il nous faut impérativement retrouver notre monnaie. Très bien. Je vous remercie, Marc-Gabriel Draghi, pour cet éclairage et pour votre intervention. N'oubliez pas de poser vos questions dans le chat de conférence si vous les avez. On n'hésitera pas à vous donner la parole. Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vais prendre les premières questions qui arrivent. Peut-être une question de Rémi, si tu veux prendre la parole. Ouais, non, c'est un mystère. Je sais toujours pas, en fait, c'est dans les années 60, 70, 80, quand il y a eu cette perte de notre souveraineté monétaire, s'il y a des gens, en fait, qui ont tenté de rendre public ce scandale-là, et s'il y a eu personne, comment ça se fait qu'un truc pareil ait pu passer sous silence, quoi, ait pu passer sous les radars? C'est une bonne question, Rémi. T'as fini? Excuse-moi, je t'ai peut-être coupé la parole. J'avais fini, ouais. C'est une bonne question. Après, en fait, je vais dire, le diable est dans les détails. En fait, cette perte, c'est pour ça que vous avez Benoît Odile qui a fait une vidéo qui est très bonne sur la loi de 1973, où en fait, il explique en gros que moi, j'en parle toujours de la loi de 1973 parce qu'au niveau symbolique et au niveau pédagogique, c'est ce qui marque les gens. Mais en fait, c'est une phase qui est beaucoup plus importante et on peut dire que ça a commencé en 1966, 1967, même à la fin de Gaulle, en fait. C'est un processus de libéralisation où en fait,
on va dire, le pouvoir bancaire privé, le système financier privé a progressivement réimposé sa patte sur l'économie française. Le circuit du Trésor, on peut dire que c'est 1946-1966, pour faire simple. Même si, bon, il y avait des effets très favorables qui ont été, pour moi, jusqu'en 1973-74. Mais en fait, comme le disait, il y avait une interview de Giscard d'Estaing aussi à l'époque. En fait, le circuit du Trésor, il avait des inconvénients parce que c'était pour financer, c'était des emprunts à court terme. Et le fait d'aller, je synthétise vraiment, hein, mais le fait d'aller emprunter via les marchés privés, eux, ils ont dit que déjà, c'est le fameux argument, il faut maîtriser l'inflation. Je vous rappelle qu'on est dans une époque où l'inflation faisait peur à tout le monde, alors qu'en fait, quand on regarde, oui, les taux d'inflation étaient plus élevés, mais c'était pas l'hyperinflation de l'Allemagne, de la République de Weimar. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'était une inflation qui presque mangeait la dette. Et d'ailleurs, je veux souligner qu'à l'époque, il y avait la gestion du bon père de famille qui avait été imposée par on va dire par le général, par les conseillers économiques de Gaulle. Et c'est-à-dire, en fait, l'État ne votait pas de budget en déficit. C'est-à-dire, il y avait par principe, il y avait la bonne gestion qui était imposée. Donc, en fait, par principe, on ne s'endettait pas. Enfin, on s'endettait, mais de manière plus, de manière plus intelligente, en fait. Et progressivement, en fait, cette bascule d'aller s'endetter vers les marchés privés. En plus, c'est des obligations à long terme, c'est-à-dire en fait, ce qui est vrai, c'est ça en fait. On a été pris dans un piège, mais on pourra en reparler avec les agriculteurs, la PAC, tout ça. En fait, tout ça, ça s'est fait dans le même processus. Au départ, ils nous ont dit, bah non, là, on va aller sur les marchés financiers parce que ça va nous coûter moins cher, c'est moins risqué, et en plus, ça va résoudre les problèmes d'inflation. Donc en fait, au départ, on l'a pas vu en fait. Enfin, on l'a pas vu. La population, bon déjà qui maîtrisait un petit peu, ou même l'expert, il pouvait se dire, bah oui, ça a peut-être un intérêt d'atténuer le circuit du trésor. Et en fait, c'est un piège qui a été mis en place progressivement et qui, pour moi, s'est refermé vraiment au début des années 90. D'accord, ok. Merci. Je vais prendre la question de Benoît Odile, si Benoît veut poser sa question. Je sens que tu Salut. Merci chaud pour la poser. Gabriel d'avoir fait un peu de pub pour mes vidéos en tout cas. De rien. Justement, je regardais une des vidéos là que j'avais fait, mais c'était alors celle que tu as citée sur la loi de 73. Elle est très très bien. Il faut aller la regarder. Il y en avait une autre aussi où je détaille justement tout le circuit du trésor. C'était plus sur la création monétaire. Je pourrais la mettre aussi en lien, mais je disais au tout début qu'il y avait un communiqué de la Banque de France du 23 janvier 2019 qui avait répondu à toute cette question de la loi de 73. Pourquoi? Parce que les Gilets jaunes demandaient à avoir la création monétaire. Et ils avaient dit l'expérience unanime montre que là où il n'y a pas une stricte limitation des avances de la Banque centrale au trésor public, il y a un risque d'inflation élevé. Et donc, ils disent que c'est une sagesse des politiques monétaires de faire ça. Ça empêche l'inflation. C'est vraiment l'argument massu qu'il y a actuellement contre la création monétaire. Donc, c'est sûr qu'il y a... Voilà, ça c'est bien dit. Faudra peut-être après tu pourras expliquer en quoi est-ce que la création monétaire n'implique. Bah tiens, je te pose la question. Est-ce que la création monétaire implique forcément une inflation et qu'est-ce qui fait que ça le fait pas? Ouais, c'est une bonne question, Benoît. Après, alors déjà, je vais répondre. Enfin, je vais répondre. Je vais en contre-argument du communiqué de la Banque de France. Déjà, pour répondre en fait à l'argumentaire. Bon, déjà, je pense que c'est pour ça que la loi de 73, donc toi, tu as fait une vidéo. Je me permets de te tutoyer. Toi, une vidéo qui est vraiment qualitative. J'invite les gens à la regarder. Parce qu'elle décrit vraiment en précision ce qu'était le circuit du Trésor. En plus, tu me dis qu'il y en a une autre, donc moi j'irai moi-même la voir. Mais en fait, la Banque de France, l'argument massu, c'est évidemment l'inflation. Mais quand on observe actuellement la politique de la Banque Centrale Européenne, alors d'accord, elle fait une politique de rachat sur le marché secondaire. Mais l'inflation, elle est concrètement
présente actuellement. Et elle l'est présente depuis au moins 2008, si ce n'est même avant. En fait, l'inflation, elle vient quand il y a un excès de création monétaire, c'est-à-dire quand la planche à billets tourne comment dire, trop par rapport en fait à la production réelle en fait. Donc c'est là où en fait leur argument pour moi il est pernicieux et qui tient pas qui tient pas, parce qu'en fait on le voit le système des avances du trésor, et moi j'aime bien enfin vraiment la sélectivité du crédit. On a vu que la sélectivité du crédit c'était vraiment l'interventionnisme de l'État dans le crédit, c'est-à-dire favoriser les prêts dans certains secteurs pour que les gens comprennent. C'est quand vous allez faire un crédit, votre banque elle regarde à qui elle prête ou pas. Et ben en fait la sélectivité du crédit c'était ça, c'était l'État qui favorisait certains secteurs dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt de la nation, de l'État. Donc en fait cet argument qui consiste à dire ben oui mais en fait l'État il est entre guillemets jugé parti, donc il y a un risque plus important d'inflation. Alors, il y a une partie de l'argument qui est vrai. C'est-à-dire, c'est vrai que si vous avez des mauvais gestionnaires, des gens, déjà on peut se tromper enfin ils peuvent se tromper, mais le circuit du trésor, la manière dont il était construit, bon déjà c'était des gens, faut le dire, c'était des gens qui avaient un bagage intellectuel et économique c'était la haute administration française après la Deuxième Guerre mondiale. C'était des gens qui étaient construits intellectuellement, économiquement, et qui avaient vraiment une qualité importante. C'est possible, pour aller dans leur sens, alors là je vais me faire l'avocat du diable, c'est possible que comme on a détruit, on va dire, l'école républicaine, les grandes écoles au fur et à mesure, même si on avait le même système, c'est possible que le système, au bout d'un moment, il aurait déraillé si à sa tête, il y avait eu des gens qui n'étaient pas encadrés. C'est-à-dire, il y a la caricature du général de Gaulle qui était en gros le bon père de famille et qui qui donnait un petit peu la ligne, et les cocos, faites attention, c'est-à-dire ceux qui aiment trop l'argent. On le voit que chez de Gaulle, il y a cette philosophie-là, ceux qui aiment trop l'argent, attention. Et on avait des hauts fonctionnaires français qui étaient structurés dans l'intérêt collectif et pas je viens me servir, je me remplis les poches, tout ça. Donc c'était un système qui fonctionnait, il faut dire la vérité, c'est un système qui fonctionnait aussi parce qu'on avait des équipes d'administrateurs. Bon, on pourra parler après des économies du plan, parce que le plan, là on en parle avec François Bayrou, mais il suffit pas de dire le plan pour qu'on revienne à la France des années 50-60 avec une économie qui soit bien administrée. Il y avait des gens de qualité derrière, ça c'est vrai. Mais l'argument de la Banque de France, il est faux, tout simplement, parce qu'en fait l'inflation, même déjà en fait elle existe actuellement, il y a de l'inflation, même si les chiffres de l'INSEE disent le contraire, il y a de l'inflation, et en fait on est déjà dans une hyperinflation, je l'ai dit, des marchés actions et de l'immobilier. Donc en fait cet argument là, oui, ils peuvent l'avancer, mais en fait il est faux, factuellement il est faux. Je sais pas si j'ai très bien répondu, mais Non, bon, on peut en reparler. je suis plutôt d'accord, et j'aime bien cette idée que c'est finalement le délitement moral en fait des hauts fonctionnaires qui est le préalable au fait qu'on va nous retirer la souveraineté monétaire. Ça va être une excuse qu'on va apporter aussi. Et je crois que c'était un peu ce qu'avait dit Giscard. Il a dit, mais de toute façon, moi, vous savez, je suis un politique, je suis irresponsable, il ne faut pas me donner ce type de pouvoir parce que je peux en faire n'importe quoi. Donc c'est souvent voilà l'excuse qui est donnée, c'est que les fonctionnaires ou les politiques surtout vont en faire n'importe quoi. C'est C'est ce vrai. que dit. C'est en plus ça, c'est les théories qu'on entend chez Charles Gave. Et Oui. plus globalement, je dirais qu'en fait, cette conception-là, on peut l'adopter pour le service public. En fait, je veux dire, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et ben, actuellement, on voit qu'il y a une gabegie des finances publiques. On voit que la décentralisation, le morcellement, le délitement de l'autorité, le fait que toutes les collectivités puissent s'endetter à tout va, bon, on ne parlera même pas des emprunts toxiques. En fait,
c'est ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est que il y a eu des hauts fonctionnaires. Giscard, c'est l'exemple. Giscard, il a été ministre sous le général de Gaulle. C'est-à-dire, bon, on aurait pu penser qu'un gars qui avait, ou Pompidou, mais bon, Pompidou, c'est encore un peu plus, faut être un peu plus nuancé. Mais on aurait pu penser qu'un gars qui avait été, Giscard, il me semble, vous me corrigerez si je dis une bêtise, mais Giscard, en théorie, il a été ministre de l'économie du général de Gaulle. On aurait pu se dire, bah, il a côtoyé le grand, il voit que quand on veut avoir une stature d'homme politique pour rentrer dans l'histoire, il faut un peu se tenir, quoi. Il faut avoir autre chose dans la tête que vouloir se taper ou faire croire qu'il s'est tapé les Didi. Voilà, Giscard, pour moi, ça se résume à ça. Et on voit ce délitement intellectuel des élites. Vas-y, Benoît. Non, je disais, c'est vrai. Et en fait, on le voit aussi sur le service public. En fait, le service public, il a été progressivement détruit. Alors oui, on a 12 ans. Et puis, en plus, les libéraux, ils vous disent toujours la même chose. Il y a Sébastien là qui avait fait une intervention intéressante sur là, avec les gilets jaunes, avec des gilets jaunes constituants là, du 59-62. Il parlait que il a expliqué que les années 80, c'était toute une période où en fait, le pouvoir néolibéral a pris en main comment dire. Enfin, il a modelé les esprits et puis il a liquidé les opposants. C'est-à-dire, il prenait le cas de l'Afrique parce qu'il parlait de l'Afrique. Sankara, qui est le cas le plus connu. Voilà. Quand les gars ont commencé à dire la dette, les gars, en fait, on sait que c'est une escroquerie. Nous, Africains, même si vous dites qu'on est des bons à rien, la dette, moi, je la paierai pas. Et ben, en fait, le système néolibéral qui existait déjà, Milton Friedman et tout, il est pas né en 1980 avec Thatcher et Reagan ou dans les années 90. En fait, c'est une lame de fond. Il y a eu des résistances en France avec le CNR, les communistes, les gaullistes et puis le général de Gaulle. En France, on a réussi en fait à résister. Le Conseil national de la résistance, en fait, il y avait aussi, ça n'a pas été fait exprès, mais il y avait aussi une résistance aux puissances d'argent. Et en fait, le service public, progressivement, avec les lois de décentralisation de fer en 82, il a été progressivement pourri de l'intérieur au niveau, tu parlais d'intellectuel, du logiciel intellectuel des fonctionnaires, mais même aussi des principes. Qu'est-ce que c'est le service public? Qu'est-ce que c'est l'intérêt général? Qu'est-ce qu'un politique peut faire? Un haut fonctionnaire peut faire ou ne pas faire? Eh ben, c'est une lame de fond qui a détruit le service public. Et actuellement, maintenant, on en est, moi j'en connais des gens, des petits entrepreneurs qui ont parlé des capacités productives. Je connais des petits industriels qui m'écrivent, ou moi dans ma famille, on est du monde des petits entrepreneurs qui sont à nous dire, mais regarde, moi je paye tant de charges patronales, tant de charges salariales pour en fait avoir des services publics qui fonctionnent pas, à payer des feignants. Bon, même si tout n'est pas vrai dans ce qu'ils disent, mais il y a de ça en fait. C'est-à-dire maintenant les gens ils sont tellement écœurés, ils voient la gabegie des finances publiques, les maires qui dépensent l'argent pour des bêtises, et le néolibéralisme en fait a contaminé nos élites avant même de s'imposer au niveau de programmes politiques. Bien, merci. Je vais prendre une question qui avait été posée. Comment protéger nos entreprises stratégiques nationales dans le contexte économique mondial actuel? Et après, peut-être qu'il y a en rapprochement aussi la question d'Antoine. Je ne sais pas si tu veux la poser. Ou sinon je peux la poser. Je vais peut-être la poser. À quel moment on a raté le tournant de la machine-outil, les machines qui découpent la matière? Voilà, la question d'Antoine, elle est technique. Bah, je vais répondre d'abord à la première, comme ça me laissera peut-être le temps de travailler. Donc concrètement, en fait, là, on va dire, on est année zéro, on reprend le pouvoir. C'est-à-dire, on a une coalition de souverainistes qui arrive. Alors, je déteste ce mot, hein, moi personnellement, frixiteur. Je trouve que c'est impropre. Enfin, on devrait pas l'utiliser, mais bon, maintenant dans le débat public, ça a un sens. Mais il y a un retour au franc. On sort de l'Union européenne. Concrètement, en fait, il faut. Alors, tout n'est pas transposable, mais il faut réfléchir déjà à ressusciter le circuit du trésor. Bon, alors oui, alors là, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'on aura les hauts fonctionnaires capables? Moi, je pense que oui, parce que dans un secteur, là, on est en fait à une période charnière de notre histoire. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on va devoir travailler.
Alors, soit on travaille en tant qu'esclave, c'est-à-dire quand on aura les monnaies numériques de banque centrale et puis que les nations n'existeront plus, qu'on aura un Mario Draghi super président du bloc continental Europe, et puis qu'on aura une Christine Lagarde bon, voilà, qui est ministre de l'économie de la super Europe. Là, au final, en fait, on sera obligé d'aller casser des cailloux pour ceux qui peuvent. Les autres finiront leur vie avec le revenu universel pour éviter qu'ils se révoltent. Et donc concrètement, en fait, nous, nos enfants, nos petits-enfants, au moins nos enfants vont devoir travailler quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, il y a une génération avant nous qui, peut-être la génération, on dirait dire, des 68 arts, si on peut parler comme ça, a bien profité. La génération des Cohn-Bendit, tout ça, Jacques Attali, elle a bien profité. Mais nous, quoi qu'il arrive, on va devoir bosser. Donc, quitte à bosser, autant bosser pour nous. Donc, souveraineté monétaire et donc sélectivité du crédit. Le protectionnisme, je sais. Donc, c'est pipi, c'est caca, nos élites, c'est un gros mot. C'est-à-dire le protectionnisme, c'est le retour du fascisme. Nanana. Mais concrètement, en fait, on sera obligé parce que on a encore en France, faut quand même pas tout voir noir. On a des ingénieurs, on a une tradition d'ingénieurs, de formation d'ingénieurs. On a des gens de qualité. Moi, pour connaître des gens qui travaillent dans l'industrie, on a des gens qui savent produire. Après, c'est ce que je dis, en fait, si on rétablit la sélectivité du crédit, déjà faciliter les possibilités d'emprunt pour les petites, moyennes entreprises, mais même pour les grands groupes si c'est des secteurs stratégiques, ce qui me paraît évident. Et aussi la fiscalité, c'est-à-dire en fait, le coût de production en France est énorme. Déjà, par rapport à la protection sociale, et comme on est mis en concurrence avec un marché mondial, avec le libre-échangisme inégalitaire et l'Union européenne qui nous impose comment dire, de niveler le niveau social vers le bas, en fait, concrètement, il faut qu'on retrouve des frontières. Après, maintenant, les frontières, ça fait peur à tout le monde, tout. Mais c'est-à-dire, en fait, pour produire, on doit forcément retrouver un interventionnisme étatique qui choisit d'aider certains secteurs. Bon, la Chine, par exemple, pour prendre la Chine. La Chine, c'est un pays, on en pense ce qu'on en veut. Moi, je ne suis pas forcément un grand admirateur de la Chine, mais par contre, la Chine, ils ont fait quand même un choix, c'est-à-dire au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, la Chine, je ne vais pas dire qu'ils crevaient de faim, mais si, il y a une grande partie de la population chinoise qui crevait de faim, et ils ont sacrifié une génération, c'est-à-dire ils ont dit, bon après il y a les accords, je ne vais pas rentrer dans le rôle de la Chine et à qui elle a servi sur certains aspects, tout ça, mais concrètement, il y a une génération, ils se sont dit, on va produire du t-shirt, du textile, on va devenir l'usine du monde, parce qu'en fait, c'est ça, l'idéologie néolibérale, pour ceux qui, moi je suis né en 1990, quand j'allais dans mes cours de collège au lycée, on m'expliquait que nous, l'Union européenne, on était des intellectuels. Pour moi, c'est du racisme, ça, hein, je vous le dis honnêtement. Mais je pense qu'on vous l'a dit à vous aussi. C'est-à-dire, nous, en fait, on devait travailler tous dans le tertiaire. Moi, je suis juriste. Je peux vous dire qu'un juriste, ça ne sert à rien. Dans une économie dégradée où plus personne ne produit rien, quand on n'aura plus rien à manger, le mec qui connaît l'article L422-5 du code civil ou du code de l'urbanisme, c'est pas ça qui va aider à ce que la collectivité s'en sorte. Et concrètement, en fait, l'idéologie néolibérale a fait de la Chine l'atelier du monde. C'est-à-dire, nous, les Européens ou les Occidentaux, on sera dans le tertiaire, on aura les costards, on fera de l'assurance, on fera de la banque, voilà. Et les Chinois, les Chinois qui mangent des bols de riz et puis qui dorment dans des tiroirs, eux, ce sera l'atelier du monde. Alors, quand je dis les Chinois, c'est le sous-continent asiatique, c'est plus large. Mais il y a eu ça. Et les Chinois ont eu l'intelligence de se dire, ok, d'accord, nous, ok, on rentre dans le jeu, on est dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, parfait, on va se servir. Mais en fait, eux, ils ont quand même réorienté toute leur économie à aller vers que du productif, et dans tous les secteurs. Et le modèle chinois, on en pense que l'on veut, avec les libertés publiques, tout ça, le modèle chinois, il doit nous inspirer au moins sur cette prise de conscience, au moins sur le fait de dire, ok, maintenant, on est devant le mur, maintenant, on travaille, et puis on travaille et on va essayer d'être stratégique
pour construire l'avenir de nos enfants. Et la sélectivité du crédit, l'interventionnisme, la mise en place de protectionnisme, bon, je sais que c'est un gros mot, mais la mise en place de protectionnisme dans certains secteurs, c'est inévitable pour qu'on réindustrialise la France. En plus, on a encore la chance de ne pas être totalement effondré. Même si notre cas, la désindustrialisation de la France en Europe, elle est presque à rapprocher à celle de la Grèce, hein, pour ceux qui s'intéressent. Alors, c'est dire comme quoi nos élites y ont été forts sur la liquidation de l'appareil productif français. Mais concrètement, il est possible encore de réindustrialiser, tout simplement parce qu'on a des bons ingénieurs. Pour ceux qui connaissent les travaux publics, on a encore des gars qui savent faire des routes, donc infrastructures, des ponts, voilà. Puis même, il y a encore une industrie de pointe en France. Ce qui a été liquidé d'ailleurs en France, c'est surtout la petite et la moyenne industrie, c'est-à-dire le tissu économique des territoires qui faisait la classe moyenne, qui a été liquidé parce qu'il a été mis en concurrence avec justement la Chine, avec des pays où le coût du salarié est moindre. Et c'est ça qui a liquidé en fait une grosse partie de notre appareil productif. Ce que les Allemands ont moins... Bon déjà, les Allemands, ils ont l'euro, mais qui est en réalité le mark. Je vous apprends rien, c'est le mark allemand en fait, l'euro. Donc c'est pour ça qu'ils ont une monnaie qui est adaptée à leur économie. Mais en plus, les Allemands, eux, ils ont un secteur industriel, on pourra peut-être en reparler après, qui se prêtait plus à l'hyperspécialisation de la mondialisation et du libre-échangisme inégalitaire. Après, pour revenir sur la machine-outil, je vais pas, même si je pense que c'est une très très bonne question, mais n'ayant pas les connaissances, on va dire, techniques et un recul assez important, je vais même pas commencer un début de réponse parce que je pense que soit elle serait fausse ou soit elle serait ridicule. Bien, merci. Si je peux peut-être essayer de donner quelques éléments de réponse à Antoine et aux autres sur la question de la machine-outil, c'est l'idée que je pense, enfin, c'est comme ça que je perçois quand Jacques Cheminade parle de la machine-outil. C'est quelque chose d'indispensable, en fait, si on veut construire une voiture, construire un train, un avion, faire des infrastructures, du bardage, n'importe quoi. On a besoin d'une machine-outil pour justement produire ces éléments. Et la base de toute économie, de toute industrie, c'est la machine-outil. Et donc, si on n'est pas capable de maîtriser la fabrication de nos machines-outils, en fait, on est dépendant de d'autres pays. Voilà, c'était un petit peu, je pense, l'idée qu'Antoine voulait donner. Je relance j'ai aussi peut-être aussi un complément, je sais pas, de réponse. C'est que la faute est Ouais, un peu vas-y, tu me coupes la parole, Antoine. C'est pas... Benoît, pardon, mais c'est pas grave, vas-y. Non, je sais pas si c'était sur cette question des machines-outils, si Oui, vas-y. t'avais encore un truc à dire peut-être? Non, vas-y, Benoît. Non, juste pour dire que la faute était partagée entre les industriels qui avaient pas vu le tournant de la commande numérique et qui voulaient pas forcément y aller, et aussi les politiques qui avaient pas en fait le courage de dire qu'il fallait protéger un secteur, et donc ils étaient restés dans le système de libre-échange, et donc ça a pas fonctionné à cause de ces deux choses-là. Si je peux me permettre, en fait, on en revient à comme on a fait le choix d'adopter l'idéologie néolibérale et de ne plus être dans notre logiciel colbertiste, interventionniste, que les politiques orientent certains secteurs. Giscard, alors, je ne sais pas si je l'ai vu chez vous ou pas, mais Giscard, on dit que c'est celui qui a fait capoter l'Internet. Enfin, l'Internet était presque français et Giscard, alors ça peut-être que vous pouvez nous en parler, mais en fait on voit que quand il y a une démission du politique en France, eh ben on loupe en fait plein de sauts qualitatifs au niveau des process industriels parce qu'on n'a pas derrière une volonté qui dit une volonté de soutien, parce qu'au bout d'un moment c'est aussi l'argent qui permet à au départ en fait les révolutions industrielles elles se font avec des morceaux de bois et des bouts de ficelle, pour exagérer la chose. Mais c'est comme s'il y a un contexte financier qui permet à ces petites et moyennes entreprises d'innover, parce que l'innovation, elle se fait dans l'industrie, la recherche et développement, elle se fait dans l'industrie. C'est là où, quand il y a une démission du politique, ce que tu viens de dire, Benoît, en fait, ça fait qu'on loupe, parce qu'il n'y a personne pour dire, si les gars, allez-y, nous, on est derrière. Et ce virage-là, je dirais, aujourd'hui, il y a un nouveau virage qui est la fabrication additive
et l'impression 3D, par exemple, qui arrive. Et en France, il faut savoir que le premier fabricant d'une imprimante, enfin le créateur de l'imprimante 3D a été fait à l'Institut Jean Lamour, qui est sur Nancy, la ville où je me situe actuellement. Et du coup, on peut faire un cocorico là-dessus. Et sur tous les procédés de fabrication additive, la France fait partie des est en pointe sur la recherche. Mais après, pareil, on a un problème sur la partie industrialisation de ces processus et qui est pris par les Américains, par le Japon et par nos voisins allemands. Et c'est un virage qu'il faut qu'on prenne également. Et du coup, c'est aussi une question pour l'avenir. Je vais revenir peut-être après sur des questions que j'ai eues. N'hésitez pas à poser vos questions si Johanna, le visiteur, je donne quelques noms comme ça, Brigitte, Clément, si vous n'hésitez pas à rebondir, ou peut-être Sébastien également. Voilà. Je vais prendre une question de Rémi, si tu veux poser ta question ou tes deux questions. Ouais, moi, il y a un truc en particulier qui m'intéresserait, parce qu'en plus, en tant que juriste, dans une situation pareille, ce à quoi tu peux peut-être servir, c'est à démanteler les gros consortiums. Et donc, la semaine prochaine, on débat sur BlackRock. Et pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, samedi, donc qui suivra, la semaine prochaine, on fait une action nationale contre le Great Reset. Et donc, vendredi soir, on débattra de BlackRock et du Great Reset. Et donc, quel est votre avis sur comment faire tomber ces mastodontes financiers? C'est une très bonne question. Quand je dis un juriste, c'est évident que le droit c'est utile pour une société moderne. Voilà. Mais concrètement, on voit, c'est ce que j'explique dans mon livre, moi, alors c'est discuté, j'ai fait un débat la semaine dernière où les universitaires, je sais pas, enfin, n'entendaient pas forcément ce que je disais, c'est que faut quand même comprendre que la règle des règles, ça paraît caricatural ce que je veux dire, mais la règle des règles, c'est la monnaie. C'est-à-dire la norme impérative, le droit objectif, c'est une règle à laquelle personne ne peut déroger. Donc, si, je sais que ça revient toujours au même, mais si vraiment on veut s'attaquer à BlackRock, on peut avoir une mobilisation citoyenne, ce qui est très très bien, parce qu'une prise de conscience, déjà de parler de BlackRock au moment des retraites, voilà, ceux qui ont fait le travail, même avant, il y en a qui parlaient de BlackRock avant, les gros consortiums, on voit que par exemple Macron, on a parlé d'Alstom, mais si on s'intéresse aux stratégies des banques d'affaires, j'ai parlé de Lazare, bon, de Rothschild & Co qui est la plus connue, il y aurait tout un, comment dire, si on avait un État fort avec un système juridique, on va dire, je sais pas comment dire, structuré avec une défense de l'intérêt public, honnêtement, je pense qu'il y a des politiques qui pourraient se voir qualifiés de haute trahison hein, sur des secteurs stratégiques. Après, maintenant, en fait, le problème, c'est que le marché, le monde de l'argent est tellement puissant que les règles n'existent quasiment. Je ne vais pas dire qu'elles n'existent plus, mais pour qu'elles aboutissent, c'est très très compliqué. Donc moi, je vais être un peu trivial en disant ça, mais je pense qu'il faut réinstaurer un rapport de force. Le droit, la règle, oui, mais concrètement, s'il n'y a pas un... D'ailleurs, les Gilets jaunes l'ont prouvé quand même, parce que même si les Gilets jaunes, c'est un échec, au niveau du résultat, au niveau des résultats, c'est un échec. Par contre, au niveau des moyens, on a vu que le pouvoir a tremblé quand même, peut-être pas sur toute la totalité, mais sur les premières semaines, on a vu que ils n'étaient pas sereins. Les Gilets jaunes, ils ont quand même commencé à reposer certaines questions qu'on n'entendait pas, c'est-à-dire qu'on n'entendait pas en tout cas sur le débat public. Quand Lagarde, Villeroy de Gallo parle d'annulation des dettes, voilà, que c'est impossible, au moins on en parle. C'est-à-dire, il y a quand même la question commence déjà à se poser. Ils nous disent que c'est pas possible, que les créanciers, si on annule la dette, c'est fini pour nous. La terre s'écroule, le ciel s'écroule sur nous. Qu'on ne survivrait pas à une annulation des dettes. Bon, après ça, on en pense qu'on veut. Mais concrètement, pour s'attaquer à BlackRock et au consortium,
on a travaillé avec les Gilets jaunes constituants. Moi, ce qui m'intéressait avec la démarche des Gilets jaunes constituants, ce qui m'intéresse avec la démarche des Gilets jaunes constituants, c'est que c'est des gens qui faisaient de la donnée, c'est-à-dire ils faisaient de la pédagogie, ils interviewaient Jacques Cheminade, Valérie Bugeaud, des gens assez d'ailleurs éclectiques, un petit peu de partout, on entendait un petit peu tous les sons de cloche, c'est ça qui est intéressant, mais ils faisaient aussi de l'opérationnel, c'est-à-dire ils vont dans les lieux réellement de pouvoir, c'est-à-dire ils disent, alors après, bon, il y en a qui disent oui, c'est du folklore. Moi, on m'a dit oui, tout ça c'est du folklore, il se passe rien. Mais en fait, déjà, si on faisait des manifestations devant, enfin, une manifestation de Gilets jaunes, pas sur les Champs-Élysées, mais devant chez Rothschild ou des milliers de personnes devant chez Rothschild ou devant chez BlackRock France ou je sais pas. Là, déjà, en fait, le rapport de force, il se crisperait, puisqu'en fait, les réels détenteurs du pouvoir, ils sont là. Faut plus se cacher. Macron, oui, d'accord, mais les gens qui sont derrière, c'est eux qui gouvernent. Donc, je veux dire, alors en plus, il y a quand même des juristes, là, en plus, à l'occasion du Covid, on voit qu'il y a alors j'oublie toujours les noms, mais Castelnau, Brusa, là, il y a des avocats qui font quand même le taf, qui n'ont pas peur de se mettre l'ordre à dos. Parce que le problème des avocats, qui sont quand même les gens de droit les plus, on va dire, qui bénéficient le plus de publicité, ils font quand même le travail, mais il y a aussi la problématique de la corporation, l'ordre. Et si vraiment ils vont trop loin, l'ordre peut les sanctionner. Et on voit quand même qu'il y a un travail qui est fait d'attaquer des ministres, de dire qu'il y a une faute des ministres. D'ailleurs, le gouvernement, à l'occasion de la crise du Covid, a mis en place des arsenaux juridiques pour se défendre, pour dire moi j'ai pas envie d'aller au tribunal, voilà, bon, l'affaire du sang contaminé de Fabius, on la connaît, c'est un peu sur ce style-là, et on voit que le droit, il est utile, mais il ne peut arriver qu'après un rapport de force qui se traduit dans la rue. C'est-à-dire Macron, quand il a été exfiltré du théâtre des Bouffes du Nord, moi, c'est pas pour appeler à la violence, il n'y a pas de voilà. Mais au bout d'un moment, il faut que les gens comprennent les politiques. S'ils ne sont plus au service du peuple, faut qu'ils en assument les conséquences. Je veux dire, quand il y a des gens qui vont plus pouvoir honorer leur traite du mois, mettre à manger dans le frigo, ça c'est du concret. C'est-à-dire c'est le retour du concret là. Donc il y a des gens qui vont se mettre en colère. Et ça, si nos politiques qui pensent être à l'abri, alors pour la plupart, faut pas se leurrer, c'est des gens qui vivent dans notre pays. Il faut qu'ils comprennent que derrière, il y a des gens, il y a la réalité. C'est-à-dire, la réalité, elle a un visage, elle peut avoir aussi une main, voilà. Et je pense que le droit, en fait, le droit et la pédagogie, ils seront toujours là si on arrive à instaurer un rapport de force. J'ai été très long, désolé pour la réponse, mais le droit, il est utile, c'est sûr et certain, mais il nous faudra forcément le rapport de force. Parce qu'à la limite, c'est juste pour reposer ma question différemment, mais il y a un truc que nous on défend comme étant justement l'arme nucléaire contre la finance, c'est la séparation des banques. C'est qu'il y a en effet la souveraineté monétaire comme étant l'assise pour rester debout, pour tenir le bras de fer, mais qu'après il y a un mur de feu qui est posé entre l'économie réelle et la finance, de telle sorte à ce que quand aujourd'hui il y a une pyramide de dettes spéculatives, qu'on puisse la laisser s'effondrer sur elle-même, sans que nous, on en ait à payer les conséquences, mais qu'on puisse appuyer sur le bouton et faire tomber ce machin, quoi, que les mettre à nu. Mais juridiquement, de toute façon, enfin après juridiquement, politiquement, pour moi le droit et la politique c'est la même chose, c'est le Glass-Steagall Act, mais c'est même plus, si on veut franciser, c'est la doctrine Germain en fait. Et c'est fondamental, ça. Mais en fait, même vous historiquement, c'est vous, enfin c'est Cheminade et SCP qui portaient ça depuis longtemps. Et quand vous en parlez aux gens, d'ailleurs, enfin, je veux dire, je pense que SCP, pour les gens qui s'intéressent à la politique, c'est connu pour ça. C'est-à-dire la séparation des banques de dépôt avec la haute banque, on va dire les banques d'affaires. Et ça, c'est au-delà du juridique, c'est même du bon sens. Au-delà de la règle qu'on pourrait écrire, ce serait logique. Alors après, c'est ce que je dis toujours, c'est que le système, un Cheminade qui se présente à l'élection présidentielle,
même si c'est lui qui a le programme le plus solide, on voit qu'en nombre de voix, ben, ça ne se matérialise pas forcément dans les urnes. Mais par contre, il y a une petite musique. Quand un Hollande nous fait une fausse loi de séparation bancaire qui n'existe, enfin, dans les faits, elle n'existe pas en fait là. Enfin, il n'y a rien dans la loi. Et ben, je veux dire, au niveau de la symbolique, en fait, il essaye de tordre le symbole, comme le plan avec Bayrou, le haut commissaire au plan, qui donne l'illusion de bah oui, attendez les gars, nous là, on va essayer de refaire la France des années 50-60. Il y a François Bayrou, haut commissaire au plan, il va nous réorganiser le truc. Mais en fait, maintenant, on est dans du marketing. Donc c'est évident que juridiquement, il faut faire une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Après, pour le mettre en place, il faut avoir le pouvoir. C'est toujours le serpent qui se mord la queue et c'est ça qui peut. N'importe quel politique, le politique qui se dit dans la défense de l'intérêt général du bien commun, je veux dire même du peuple, et qui ne propose pas la séparation des banques de dépôt avec les banques d'affaires, et qui vous dit oui mais non il y a d'autres ça pourrait comment dire, parce qu'ils aiment bien dire ça en fait, après bah non on aurait un problème de compétitivité, c'est comme on a parlé de la dette, on a beaucoup travaillé sur la dette avec monsieur Cheminade, avec les gilets jaunes constituants, c'est l'agence France Trésor qui ah ben non vous connaissez pas vos créanciers, on connaît pas les créanciers de la France, ah ben non on connaît pas les créanciers de la France parce que ça va très vite, et puis en fait c'est mieux de pas connaître parce que comme ça les créanciers ils ont plus confiance, et donc du coup notre dette elle est plus compétitive sur les marchés, enfin elle est plus attractive sur les marchés. Donc en fait le politique qui vous dit ça, j'ai envie de dire c'est un vendu. Donc le politique qui ne préconise, il y a des patriotes. Bon, par exemple, bon, je connais pas trop depuis que je ne suis pas trop depuis que Marine Le Pen en débat avec Emmanuel Macron s'est effondrée sur l'euro. Enfin, bon, ce qui était pitoyable, elle était nulle de chez nulle. Par exemple, le Front National, qui est soi-disant le parti d'opposition, on entend de moins en moins, enfin, je crois qu'ils ont même plus anti-euro, alors il faudrait conclure. Mais eux, est-ce qu'ils proposent la séparation bancaire? Je ne crois même pas, je ne sais même pas. Mais s'il y a un grand parti qui ne préconise pas ça, ben, en fait, il est pas du côté du peuple. En fait, c'est ça que je veux. Moi, j'ai encore parlé trop longtemps, mais pour résumer, le parti politique qui veut être un petit peu sérieux et qui ne préconise pas ça, en plus de la souveraineté monétaire, il n'est pas dans le sérieux. Ouais, d'accord. Très bien, merci. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions de dernière minute, on va arriver vers la fin de cette conférence. Avant de passer sur les différents salons pour discuter un petit peu plus de manière plus informelle, peut-être une conclusion de Monsieur Draghi, et puis après on fera une conclusion. Je pense que ce sera Rémi qui fera la conclusion pour SCP. Ouais, bah je vais conclure sur le sujet que vous m'avez donné, parce que je pense que c'est un sujet qui est d'actualité, qui est totalement d'actualité. Et je pense que, enfin, faudrait en parler. De toute façon, on va en parler. Enfin, on devrait en parler. Alors après, je sais pas. Ça va très vite. L'élection présidentielle de 2022 arrive. Donc bon, même si moi je le dis honnêtement, je l'ai dit dans d'autres interventions, je crois de moins en moins, voire presque pas du tout, en l'élection, surtout avec la nouvelle loi qui nous prépare sur le vote par correspondance puis les machines électroniques. On a vu ce que ça a donné aux États-Unis. Mais concrètement, la souveraineté économique et la réindustrialisation de la France, c'est notre avenir proche. C'est demain. C'est-à-dire, si on ne s'empare pas de cette question, on est mort. C'est-à-dire, en fait, de toute manière, il y a une liquidation de la classe moyenne. Le marché, on va dire l'idéologie néolibérale et le marché souhaitent en fait une liquidation complète de la classe moyenne parce que c'est la plus dangereuse politiquement. C'est aussi volontaire. C'est-à-dire, moi, dans mon livre, je dis que l'Afrique au sens, on va dire, de l'image de l'Afrique, c'est notre avenir, c'est-à-dire on s'africanise en termes politiques, c'est-à-dire en fait il y a une liquidation totale de la classe moyenne, il y aura une petite élite qui est corrompue et qui va à la gamelle
quand l'oligarchie a besoin d'elle, elle va à la gamelle, et il y aura une masse importante de gens qui se retrouveront dans la misère. Donc en fait, la souveraineté économique et l'industrialisation, la réindustrialisation, ça doit être un enjeu prioritaire qui doit être lié à la souveraineté monétaire. Mais l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire reprendre notre monnaie pour avoir une économie 100% tertiarisée. Je vois pas quel est l'intérêt. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est un projet même plus global. Vous, avec SCP, vous avez aussi une vision, on va dire, plus large, qui touche aussi à la culture. On n'est pas que dans du politique pur. C'est-à-dire, l'homme crée, la création. Pour moi, il y a deux types d'hommes. Il y a le producteur et le destructeur. Actuellement, ceux qui ont le pouvoir, c'est les destructeurs. C'est-à-dire, leur but, c'est de tout détruire. Le grid reset, la réinitialisation, la remise à zéro, l'effondrement, vous appelez ça comme vous voulez. Eux, ils sont là pour détruire. Alors eux, ils croient à la destruction créatrice Schumpeter, hein, qui est en fait une idéologie qui vient de l'Antiquité et qui est très profonde. Mais concrètement, en fait, c'est clairement la question de demain. Et je pense qu'on doit faire une union de ceux qui ont envie de produire. Produire, c'est produire du concret. La première production de base, c'est le concret. C'est-à-dire, il va nous falloir, nous, reprendre en main notre économie pour améliorer notre quotidien. C'est-à-dire, quand vous ouvrez votre fenêtre, avoir une route en bon état, avoir des écoles, avoir des hôpitaux en bon état, avoir des infrastructures qui tiennent la route pour que ces infrastructures fassent le lien et le lit du bien commun, en fait. Donc voilà, c'est favoriser le producteur contre le destructeur, favoriser le concret contre l'illusion, le numérique. Et ce thème-là, c'est le thème de demain et le thème d'aujourd'hui. On n'en a pas parlé, mais il y a les monnaies numériques de banque centrale qui nous pendonnaient, qui vont arriver là. Et là, ce sera une fois que si on nous retire l'argent liquide, qui est le dernier tout petit bastion de liberté financière, on aura vraiment du mal. Donc c'est peut-être ça qui va faire basculer le système à notre avantage, parce que là, à chaque saut qualitatif, le système prend un risque. Donc j'espère que les gens, à force de pédagogie, mais aussi de retour du concret, comme je l'ai dit, vont s'approprier tous les thèmes véritables et pas Black Lives Matter, toutes les MeToo, les choses qui sont là pour faire qu'il y ait une dérivation des thèmes politiques. Alors après, je sais que c'est dur parce qu'avec Hanouna, la télévision, Netflix, tout ça, on va pas vers comment dire, une élévation de la capacité intellectuelle des gens. Mais la révolte et le changement, plus que la révolte, le changement, se fait toujours par une élite. Une élite, ça veut dire une petite catégorie de personnes qui a décidé de faire le bien et de tendre vers le bien. Et je pense qu'on doit tous essayer collectivement. Et d'ailleurs, je profite d'être sur SCP pour vous le dire, parce que je trouve que c'est une démarche qui doit être imitée. Ce que fait Cheminade en allant voir Asselineau, moi je vous ai dit que je ne croyais pas à la politique et que les élections pour moi c'était presque mort. Mais au moins la démarche de dire hé les gars, maintenant il faut s'unir. Les questions d'ego, si on est patriote et souverainiste, souverainiste, on va dire, on se rejoint pour défendre le bien commun, défendre le peuple, la souveraineté populaire ou la souveraineté nationale. Je pense que déjà, ça, en fait, c'est déjà un signe d'espoir. Il faut que maintenant on s'unisse tous ensemble, peu importe nos différences, peu importe, on se met d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la souveraineté monétaire au départ. Et après, on l'a dit sur la limitation, la restriction du secteur financier et la fin de la toute-puissance des banques centrales et des marchés. Et en fait, je pense que c'est ça l'appel qu'il faut lancer. C'est un appel d'union nationale, comme nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ont pu le faire après la Deuxième Guerre mondiale. Très bien. Je vous remercie pour cette conclusion très intéressante, très inspirante. Rémi, du coup, si tu veux conclure. Ouais, merci beaucoup, Monsieur Draghi. Enfin, vous avez dit à peu près ce que je voulais dire, parce que en effet, la chose dans laquelle on est engagé là depuis maintenant un mois, c'est cette démarche d'union pour ce moment qui est la présidentielle, qui normalement n'est pas censé être un espèce de moment à chaque fois gâché, comme c'est le cas depuis 40 ans, mais qui est censé être une étape dans une vie de société qui sait s'entendre, etc. Et aujourd'hui, en effet, on voit toutes les divisions se faire entre
les différentes communautés, les différents genres, les différents machins, la Drôme et l'Ardèche, enfin voilà, il y a 36 raisons de se taper dessus qui aujourd'hui sont répétées et rabâchées suivant les sondages et suivant les chaînes de médias. Donc là-dedans, ce qu'on voit de dernièrement utile et de ultimement nécessaire, c'est cette question d'union et qui passe en effet par cette question de la souveraineté monétaire, qui passe effectivement par la souveraineté économique et qui passe par la souveraineté individuelle. C'est-à-dire que si on n'est pas complètement des gosses ou des espèces de semi-adultes, c'est parce qu'on est capable de mettre les priorités devant ce qui n'en est pas, de prendre sur soi quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre, parce que on vit en communauté, que on peut pas, c'est pas très intéressant d'avoir raison tout seul. Donc, pour cette union-là, il y a une chose à faire, c'est de ne pas attendre 2022. Donc, la semaine prochaine, on propose à tout le monde, et tous ceux qui sont là sont tout à fait invités à venir avec nous pour aller à la rencontre des gens sur les marchés, partout où vous êtes, dans n'importe quelle ville, n'importe quel village, de prendre des tracts sous le bras. On a écrit un tract, il faudrait que quelqu'un puisse le choper sur le site et le mettre sur l'alternative au Great Reset. Parce que si les médias nous demandent 36 trucs, il faudrait qu'on sache, nous, notre priorité, et qu'on aille voir les gens sur ça. Et aujourd'hui, c'est cette mutation du système financier et comment, face à cela, on doit se réapproprier notre vie économique et notre vie monétaire, qu'il y ait des solutions à cela. Et donc d'aller rencontrer les gens pour leur faire découvrir un truc qui ne va pas forcément les rassurer tout de suite sur le lendemain. Mais si on prend le temps avec eux, si on cherche les bonnes manières de leur expliquer, etc., c'est ce qui fera de nous une chose plus intéressante qu'une succession d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Donc voilà, donc on vous propose de participer samedi prochain à cette action d'union. Pour l'instant, comme je l'ai dit au tout début, il y a donc SCP et il y a 4 groupements Gilets jaunes. Il y a Le Jour se lève, il y a Concorde 1711, il y a un groupe de Gilets jaunes de l'Ouest, il y a d'autres groupes là qui sont en train de voir à se joindre à ça aussi. Voilà, on a mis le numéro de téléphone si vous le notez, comme ça vous nous appelez directement et on vous dit où est-ce qu'il y a des gens, s'il y a des gens près de chez vous, etc. Par rapport à D'ailleurs, ça, ça répond à la question de Sonny Son, qui se demande, malgré tout l'effort qu'il fait quotidiennement pour comprendre la création monétaire et qui a du mal, c'est vrai que nous appeler aussi, ça peut être intéressant pour justement discuter des points d'achoppement et qu'on puisse justement être plus efficace quand on va après à la rencontre des gens dans la rue. Parce que voilà, on a pu discuter avec quelqu'un d'autre sur les points de blocage et plus nous, disons, on va dire, ce que Marc Gabriel appelait l'élite, c'est-à-dire les gens de bonne volonté finalement. Si nous, on arrive à se débloquer les uns les autres sur les problèmes qu'on a, on va avoir une capacité d'action beaucoup plus grande et donc il faut pas négliger ce point-là. S'il y a des blocages, il faut en parler et comme ça, on aura une meilleure action sur les autres et on pourra être de plus en plus de gens de bonne volonté. complètement. Et donc, Très bien. exactement par rapport à ça, vendredi prochain, donc le 26, vendredi prochain, on fait un débat. On invite en fait un de nos collègues qui a beaucoup bossé sur BlackRock et tout comment ils maîtrisent le système financier et comment ils ont poussé le Great Reset. Donc on va l'inviter et on va justement discuter de comment aborder ces sujets-là le lendemain, le samedi 27, sur le terrain. Et ce samedi 27, à la fin de la journée d'action, à 18h, on proposera aussi pour les gens qui voudront venir sur le Discord pour qu'on discute des réactions qu'on a pu avoir, des difficultés qu'on a pu rencontrer sur tel ou tel argument, contre-argument que les gens peuvent nous donner. Donc il y a ça, on vous mettra ça dans l'agenda. Et dernière proposition, c'est ce dimanche-ci. Donc après-demain à 16h, on va lire un dialogue de Platon.
parce que s'il y a un champion dans le fait de déceler les fraudes, aider les gens à les déceler et discuter, à essayer de comprendre ce que sont les choses, ce qui est la réalité de telle ou telle chose. Platon et Socrate ont déjà pas mal travaillé là-dessus. Donc voilà, ça c'est dimanche après-demain à 16h. Très bien. Merci Rémi et merci à tous de nous avoir écoutés. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller dans les vocaux. Donc vocaux 1, 2, 3. Et puis on se retrouve là-bas pour ceux qui souhaitent continuer à discuter. Merci à tous. Merci.